Je me suis levée rapidement, j'ai reculé en faisant tomber la chaise. À ce moment-là, elle s'est glissée sur le sol, puis elle s'est mise à ramper comme une couleuvre. Après avoir maîtrisé la malheureuse, policiers et ambulanciers sont d'avis que le service d'un exorciste serait plus opportun qu'un séjour à l'hôpital. On appelle donc la médium qui accepte de retourner chez Gézanne pour exorciser la pauvre Vanessa. Le médium arrivait, donc ils ont rentré la dame dans la cuisine avec la médium. Et moi, j'ai appelé au bureau pour que notre aumônier, qui s'occupe de nous appelle. Puis pendant que je parlais avec l'aumônier, quand il a rappelé, la médium faisait l'exorcisme dans la cuisine. Donc, je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé. Par contre, j'ai demandé à l'aumônier de prier pour nous autres. Je voulais pas arriver à la conclusion que c'était ça, mais j'étais tellement déstabilisée dans ce que je venais de sentir que j'avais besoin qu'on prie pour nous. Ce n'est finalement qu'à l'issue de longues heures de prière que la possédée va retrouver ses esprits. Pour Gézanne des Fées, cette fois, le message est clair. Elle doit déménager. Dans une histoire comme celle de Gézanne des Fées, la frontière est mince entre la hantise et la possession. Dans un événement comme celui-là, il est difficile de séparer les phénomènes réels de ceux alimentés par l'imagination du témoin. En allant à ce rendez-vous chez Gézanne, Vanessa avait peut-être des attentes. Celle de voir quelque chose d'extraordinaire se produire, par exemple. A-t-elle été victime d'une entité inconnue ou de son imagination? Comment savoir? En 1996, après un accouchement difficile, Annick Laprade n'a qu'un souhait, voir sa fille. Mais son allégresse est sur le point de se transformer en un incroyable cauchemar. Au premier contact de Marie-Claude à la naissance, Marie-Claude pleurait beaucoup. Donc, elle avait le nez obstrué, tout ça. Fait que les médecins s'en sont occupés. Après ça, ils nous l'ont redonné et elle a pleuré toute la soirée. Puis là, évidemment, il y avait des gens de la famille, tout ça. Fait que c'est vers minuit que là, les gens étaient partis, puis j'étais tout seule dans ma chambre. Puis j'ai demandé à la voir pour avoir un contact chaleureux, mère-fille. Puis fait que j'ai demandé à la voir, ils me l'ont apporté. Et Marie-Claude dormait. Et là, je lui parlais, on se confiait, tout ça. Puis à un moment donné, elle a ouvert les yeux. Et quand elle a ouvert les yeux, ce que j'ai vu, c'est un regard vide, un regard froid. Donc une pupille très, très dilatée. Annick se dit que ça doit être son imagination, une sorte de choc postnatal. Je vous dirais que les 2 premières années, Marie-Claude a beaucoup pleuré. Elle avait des moments d'accalmie, mais règle générale, c'est un bébé qui pleurait beaucoup. À 2 ans, l'enfant continue de multiplier les comportements anormaux. Elle présente des problèmes d'hyperactivité. Les médecins annoncent aux parents que la petite souffre probablement d'un trouble de personnalité multiple. On leur recommande de consulter un psychiatre, mais l'attente est interminable. Puis à un moment donné, Marie-Claude s'est lancée à la poursuite de son frère. Puis on voyait que visiblement, là, elle voulait lui faire mal. Donc, je l'ai enfermée dans sa chambre. Puis on entendait des coups, vraiment. On entendait bing, bang, bang. Puis j'essayais de tenir la porte fermée. Puis à un moment donné, ça s'est calmé. Puis habituellement, quand c'était plus calme, ça voulait dire que Marie-Claude était tombée dans une période de repos ou de sommeil parce que les crises provoquaient une période de sommeil par la suite. Quand j'ai ouvert la porte, Marie-Claude était assise face au mur et elle ne dormait pas. Elle dessinait avec son sang sur les murs. Et elle a tourné sa tête, elle nous a regardés et elle s'est mise à rire. Donc, ma fille n'était pas revenue à elle à ce moment-là. À défaut de la médecine, Annick Laprade se tourne vers une ostéopathe de sa connaissance. On a fait 8 mois de traitement en ostéopathie avec Marie-Claude et on a vu une bonne différence, mais les crises persistaient. Donc, elle m'a à nouveau demandé si j'étais ouverte d'esprit. Elle connaissait quelqu'un du nom de Michael, un intervenant au niveau énergétique qui pouvait peut-être nous aider. Donc, on a pris rendez-vous avec Michael parce que nous n'avions rien à perdre à l'époque. On était encore sur la liste d'attente en psychiatrie.
Lorsqu'on a rencontré Michael pour la première fois, j'étais avec Marie-Claude, donc il l'a observé, il lui a posé des questions. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y avait 2 entités dans le champ vibratoire de Marie-Claude. Donc, il nous a proposé de procéder à une libération de ces entités-là et à une incarnation de l'âme de Marie-Claude. Donc, évidemment, on est un petit peu sur le choc d'avoir un tel diagnostic, si on peut employer le mot diagnostic. Mais je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'était pas des médicaments, c'était rien qui pouvait être nocif pour la santé de Marie-Claude. Je me suis dit, je vais essayer. On organise un rituel de libération durant lequel Michael récite des prières et ordonne aux entités de quitter le corps de l'enfant. À un moment donné, Michael a ordonné aux entités de quitter le champ vibratoire de Marie-Claude, de quitter. Et ce que j'ai senti, c'est un courant passer à travers moi. Ça a duré environ, je vous dirais peut-être 1 ou 2 secondes. Ça a été très, très rapide, mais c'est comme si on recevait une brique. Les poumons étaient oppressés, puis une difficulté à respirer. À ce moment-là, j'étais paniquée un peu. Fait que j'ai regardé Michael, et Michael était déjà face à moi. Puis, il a à nouveau demandé aux entités de quitter, et ça s'est fait là, dans l'immédiat. Quand je suis revenue à moi, dans le sens que j'ai repris mes émotions, et non pas sous forme de perte de conscience, j'ai regardé, puis Marie-Claude était tout trempe, elle était trempe, elle avait les joues rouges, là. Mais elle était tellement paisible, là, tellement bien. Du jour au lendemain, les comportements de la petite Marie-Claude se transforment. Elle est maintenant plus calme et ses excès de colère ont disparu. Pour Annick Laprade, il n'y a aucun doute que sa fille a bel et bien été libérée d'entités malfaisantes qui cherchaient à habiter son corps. L'histoire d'Annick Laprade est elle aussi étonnante. La victime étant un poupon, difficile de l'accuser d'avoir imaginé ses symptômes. L'approche de la jeune mère est tout à fait surprenante. Elle a préféré s'en remettre à une technique alternative qui s'est révélée tout à fait efficace. Une approche spirituelle plutôt qu'une approche médicale. Voilà un débat tout à fait intéressant. Dans son livre des esprits, le pape du spiritisme, Allan Kardec, parle d'entités qui pourraient s'immiscer dans certains individus pour influencer leur comportement. Kardec ne parle pas de possession pure et dure, mais il parle ici de forme de parasite de l'esprit. Et je dirais que même si Kardec vivait il y a plus d'1 siècle, son interprétation du phénomène de la possession a toujours un peu l'assentiment des gens qui s'intéressent au spiritisme ou les artisans de phénomènes paranormaux. Ce sont d'ailleurs eux qui sont intervenus dans le cas de Gézanne des Fées de Annick Laprade. Évidemment, pour les détracteurs de cette hypothèse, et en particulier le corps médical, ces gens-là font remarquer qu'Allan Kardec est décédé en 1869 et qu'à cette époque, on ignorait à peu près tout des grandes pathologies psychiatriques. Croire que des esprits peuvent comme ça prendre possession d'un individu et influencer ses comportements, c'est pour eux retourner à l'âge des ténèbres. Et évidemment, aucune personne de cette élite médicale oserait se faire l'apôtre d'une telle hypothèse. Et pourtant, c'est un peu faux parce que de plus en plus, je dirais depuis quelques années maintenant, on a de plus en plus de gens, de thérapeutes, qui acceptent ouvertement cette hypothèse de la possession comme étant une possible alternative à des comportements, des problèmes de comportement. Adam Crabtree, un des plus éminents psychothérapeutes de Toronto, est aussi d'avis que des esprits désincarnés peuvent être responsables de certains troubles du comportement. Dans son livre Multiple Men, Crabtree présente plusieurs cas qu'il a lui-même traités et qui échappent au traditionnel diagnostic psychiatrique. L'un des cas est celui d'une jeune femme qui se disait possédée par l'esprit d'une entité inconnue. Sous hypnose, Crabtree a pu s'entretenir avec cet invraisemblable locataire. J'ai parlé avec cette personne et il s'est avéré que c'était une présence mâle et que cette présence prétendait être son père qui était décédé. Pourtant, il était assez catégorique avec le fait qu'il n'était pas mort, que oui, il était là avec sa fille et c'était très bien ainsi. Quand je lui ai fait remarquer qu'il intervenait indûment dans sa vie, il n'a pas été troublé du tout et ne voyait rien de mal à cette situation. Alors, comme je ne savais trop comment amener cette présence à prendre conscience de la situation, je lui ai demandé d'essayer de prendre conscience de son corps. Et quand il l'a fait, il est devenu conscient